je vais donc présenter un petit peu le cadre légal en m'appuyant, enfin j'ai regardé attentivement ce guide d'accompagnement de l'étudiant handicapé pour voir un petit peu ce qu'il propose. Un guide qui est à destination donc des professionnels de l'université, donc essentiellement des professeurs, et qui propose en effet un plan d'accompagnement de l'étudiant handicapé, qui correspond un petit peu au PPS pour la scolarisation. Alors, dans ce guide, alors je vais revenir bien sûr sur ce plan d'accompagnement des étudiants handicapés. Dans ce guide, on trouve aussi un certain nombre de catégories de handicap qui sont citées. Et l'autisme apparaît dans la catégorie troubles intellectuels et cognitifs. Bon, alors là aussi on pourrait discuter, mais enfin bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On a vu l'histoire du trouble, etc. Alors, ça serait plus un trouble cognitif, bien sûr, et ça serait bien d'ailleurs de distinguer trouble intellectuel et trouble cognitif, hein, que de les rassembler dans une même catégorie. Enfin, bon, voilà, ça c'est encore un autre problème. Et après, en fonction de ces différentes catégories donc, qui apparaissent dans ce guide, eh bien, il y a un certain nombre de mesures de compensation qui sont proposées, ainsi que des adaptations. La question de l'orientation professionnelle est également abordée, et je l'aborderai aussi un peu. Alors, pour ce qui est des droits des étudiants handicapés dans ce guide, le guide rappelle bien sûr la loi du 11 février 2005, la loi sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et dans cette loi, la France défend en effet ce qu'elle appelle l'accès à tout pour tous, ce qu'on appelle le principe d'accessibilité. Et selon cette loi, donc la loi de 2005, eh bien, l'État doit garantir à tous, c'est-à-dire à la fois aux enfants, aux adolescents, aux adultes aussi handicapés, l'accès à toutes les institutions ouvertes à l'ensemble de la population, et le maintien de ces enfants, adolescents et adultes, dans la vie ordinaire, donc aussi bien la vie scolaire, le travail, l'université, etc. Bien sûr, pour ces étudiants, si on veut les accueillir en milieu ordinaire, il faut, comme on le fait pour la scolarité, ouvrir un droit à compensation, avec des financements, bien sûr, liés à la perte d'autonomie. Eh bien, reconnaître ce droit, proclamer ce droit à compensation, comme il est dit dans ce guide, c'est reconnaître l'existence d'inégalités de fait, d'écarts originels de situation, afin de retenir des mesures spécifiques pour mieux réaliser l'objectif d'égalité. Donc on a bien conscience là qu'il y a des inégalités de fait. Alors là c'est une autre citation, de même que la loi reconnaît aussi le droit à la scolarisation au sein de l'éducation nationale, eh bien elle reconnaît le droit à l'enseignement supérieur et prévoit des modalités d'accueil des étudiants handicapés dans l'enseignement supérieur. Alors notamment, il y a un article qui est cité dans ce guide, qui est l'article 20 de la loi de 2005, qui rappelle que, je cite, « Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement, l'accompagnement de leurs études ». Donc c'est écrit noir sur blanc dans la loi de 2005, parce que c'est vrai qu'on la cite souvent, cette loi, par rapport au droit à la scolarisation, mais il y a aussi l'accès à l'enseignement supérieur avec les aménagements qui sont nécessaires, naturellement, si on veut ouvrir l'enseignement supérieur à ses étudiants. Et parmi ces aménagements, donc la première chose qui est citée, c'est ce qu'on appelle la structure d'aide et d'accompagnement, qui se trouve normalement dans toutes les universités et qui doit accueillir les étudiants pour analyser leurs besoins et mettre en place les aménagements dont ils ont besoin. Et cette structure d'aide et d'accompagnement est en relation avec les services extérieurs, comme les services de la MDPH, de la GFIP et d'autres, c'est-à-dire elle n'est pas isolée, elle est aussi en relation avec d'autres services. Alors le problème, c'est que cette structure d'accueil et d'accompagnement, qui donc doit recevoir les étudiants dans les universités, elle dépend de l'autonomie des universités. Comme on le sait, les universités sont autonomes. Alors
cette autonomie, c'est très bien. En même temps, ça veut dire que, voilà, on proclame là des principes qui sont valables pour tous, mais après, comme les universités sont autonomes, elles vont appliquer ces principes, chacune à leur façon. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas vraiment d'exigence, de contrôle, etc. On laisse les universités, puisqu'elles sont autonomes, se saisir de ce principe et le mettre en application. Donc, accompagnement de l'étudiant handicapé dès son entrée à l'université et tout au long de son cursus. Ce n'est pas seulement l'accueillir dans cette structure au moment où il arrive à l'université, mais c'est vraiment suivre son parcours, le suivre tout au long de son parcours. Donc elle doit proposer effectivement ce fameux PAEH, plan d'accompagnement de l'étudiant handicapé, et aider à mettre en place les mesures qui vont être indiquées, explicitées dans ce plan. Qu'est-ce que c'est que ce plan d'accompagnement de l'étudiant handicapé, ce PAEH? Comme le PPS, il va se construire et s'élaborer sur la base d'une évaluation des besoins de la personne. C'est-à-dire qu'il faut d'abord évaluer les besoins. Donc l'étudiant arrive à l'université. Il a bien sûr, c'est la suite de son parcours. Auparavant, il était au collège et au lycée, bien sûr. Et donc là, il arrive à l'université, eh bien, on doit évaluer ses besoins. Et c'est ce qu'on appelle une équipe plurielle, en collaboration, bien sûr, avec la MDPH et les autres partenaires. C'est-à-dire que, voilà, il faut qu'il y ait une continuité du parcours. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Donc là, on a affaire l'étudiant entre dans un nouveau monde, donc il est reçu par cette structure. Et cette structure, si elle veut évaluer ses besoins, elle doit se mettre en relation, naturellement, avec ses services extérieurs que sont la MDPH et les autres partenaires, c'est-à-dire tous les professionnels, au fond, qui ont suivi cet étudiant. Et je pense que si on l'appelle l'équipe plurielle, c'est justement pour ne pas la confondre avec l'équipe pluridisciplinaire qu'on rencontre dans la MDPH. Là, c'est une équipe un petit peu différente et qui, justement, rassemble tous les professionnels qui vont être concernés par cette nouvelle situation, notamment les professeurs d'université, etc. Alors ce plan, une fois qu'on a évalué les besoins de l'étudiant, donc va comporter ce qu'on appelle des mesures d'aménagement. Donc là, on ne parle pas des adaptations. C'est marrant, c'est vrai que le vocabulaire est un petit peu différent et c'est une bonne chose, parce que là, on change de monde, on entre dans un autre monde. Donc là, on parle de mesures d'aménagement. Alors ces mesures peuvent être, par exemple, l'étalement des unités d'enseignement sur plusieurs années. C'est vrai que certains étudiants peuvent avoir besoin d'un peu plus de temps que d'autres pour effectivement réaliser ces unités d'enseignement. Dieu sait que c'est vrai que dans un parcours, quand on entre en licence, eh bien, il y a un certain nombre d'unités d'enseignement qui doivent être validées. Eh bien, cette mesure décide que certaines de ces unités pourront être effectivement réalisées sur plusieurs années. Donc on augmente un petit peu le temps. Après, il y a les aides humaines, effectivement, qui peuvent concerner à la fois la prise de notes. Il y a certains étudiants, et notamment des étudiants autistes, qui peuvent avoir des difficultés dans la prise de notes. Le tutorat, je vais revenir sur cet aspect du tutorat, donc un accompagnement. Après, il y a les aides techniques. Donc c'est vrai, aménager certains supports, c'est vrai que là les supports visuels pour ces étudiants peuvent être importants, donc essayer de mettre en place des supports particuliers. Et puis ça peut être aussi l'aménagement des épreuves d'examen, des stages aussi, etc. Donc voilà, toutes ces mesures d'aménagement sont citées et voilà, elles devront être mises en place. Alors, pour ce qui est de la mise en œuvre du PAEH, donc, sachant que c'est, comme le PPS, c'est un document écrit, alors cet aspect est important parce que ça veut dire qu'on va pouvoir s'y référer
tout au long du cursus de l'étudiant, le garder en mémoire, etc. Et surtout, le guide insiste sur l'aspect revoir les aménagements. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'évaluer les besoins. L'étudiant arrive, on évalue ses besoins, on met ce plan d'accompagnement en place et puis on laisse l'étudiant développer son cursus. Il faut absolument revoir régulièrement ce PAEH, revoir les aménagements proposés initialement. Il peut avoir besoin de nouveaux aménagements qu'on n'avait pas vus au départ. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut toujours tenir compte de la situation dans laquelle se trouve la personne. C'est difficile dès le départ, enfin l'étudiant ne s'est pas encore engagé dans son cursus, difficile de dire au départ vraiment tout ce dont il a besoin. Il y a des choses naturellement qu'on peut définir d'emblée, mais il y en a d'autres qui vont apparaître au moment où l'étudiant sera dans la situation. Donc, très important d'attendre que justement l'étudiant soit dans cette situation pour voir des besoins émerger qu'on n'avait pas vus dans un premier temps et pouvoir y répondre. Et dans cette structure, donc, sont prévus, sur la base de ce PAEH, des entretiens réguliers avec l'étudiant pour faire le point sur la façon dont ça se passe. C'est-à-dire que si vraiment on suit toutes ces consignes, il y a vraiment là quelque chose d'intéressant et de susceptible, en effet, d'aider l'étudiant dans ce nouveau monde. L'inclusion laisse entendre en tout cas que l'étudiant avec autisme n'est pas dans le cadre, dans l'univers universitaire et qu'on va falloir faire des choses pour pouvoir l'y inclure. La notion de participation sociale me semble bien meilleure. Pourquoi ? Dans participation, ça veut dire que tout le monde est dans le même groupe déjà. C'est-à-dire même la personne handicapée, elle est au milieu de tous les autres. Ce qui peut poser problème, c'est son niveau de participation sociale. Et c'est très exactement le problème qui se pose pour les personnes qui relèvent du spectre de l'autisme. Elles sont au milieu des autres, mais leur particularité va introduire des difficultés, notamment dans la sphère sociale. Donc voilà pourquoi je préfère qu'on parle de participation et d'amélioration éventuellement du niveau de participation plutôt que de parler d'inclusion, ce qui sous-tend, je le rappelle, le fait qu'on n'est pas dans le groupe et qu'on doit faire quelque chose pour devenir dans le groupe, pénétrer le groupe en question. On est vraiment déjà dans le groupe. Maintenant, il faut faire en sorte qu'on puisse en tirer profit comme les autres.